Bonjour, première vidéo sur le domaine temporel avec cette fois la résolution d'une équation différentielle sur un circuit classique de type RL, équation différentielle du premier ordre. Alors, juste une petite remarque en passant, vous pouvez très bien commencer par ce chapitre-là dans le poly et puis suivre la vidéo qui va avec. En tout cas pour celle-ci, il n'y aura pas de problème si vous n'avez pas commencé le fréquentiel. Toutefois, il y aura une vidéo qui permettra de faire le lien entre le fréquentiel et le temporel. Il est bien évident qu'il faudra avoir déjà au préalable regardé certains aspects du fréquentiel dans le poly et dans les vidéos qui sont présentes sur Pod pour pouvoir comprendre un peu le lien qu'il est possible d'établir entre les deux domaines. Alors, pour généraliser rapidement, les équations différentielles que vous avez vues en maths s'appliquent très bien en électricité, mais pas que, on les retrouve en mécanique. Notamment avec les équations fondamentales de la dynamique par exemple. On les retrouve en thermo, on les retrouve dans tout un tas de domaines, en physique en tout cas, et elles sont extrêmement importantes, fondamentales même, pour faire de la prédiction de comportement de circuits, ici en l'occurrence, et de prédéterminer l'évolution d'une grandeur électrique. Donc là, nous avons, pour illustrer ça aujourd'hui, on va commencer par traiter un problème relativement simple qui consiste à avoir un montage série entre une résistance et une inductance. Et ici, on a une alimentation donc, qui est fournie, une tension, qui a une forme particulière. On verra quel est son impact, en fait, du point de vue forme, quel est l'impact sur la grandeur que l'on recherche, ici qui est en l'occurrence le courant. Alors, comment on va procéder pour pouvoir faire cette résolution? Première chose, on va mettre en équation, donc il y a une mise en équation à faire du circuit. Et pour ça, on va utiliser la loi des mailles, hein, c'est classique, mise en équation, donc à partir de la loi des mailles. Pour faire quoi? Eh bien pour rechercher I de t en fonction donc de U de t, L et R. De ça en fait on va tirer quoi? On va tirer une équation différentielle. Et c'est cette équation différentielle qu'on va résoudre dans un deuxième temps. Alors ici, pour cette vidéo, et exceptionnellement que pour cette vidéo, je ferai le détail de la résolution complètement, c'est-à-dire on passera par d'abord l'équation homogène, autrement dit sans second membre, c'est-à-dire pour nous ici d'un point de vue électrique sans U de t. Ensuite, nous rechercherons la solution particulière. Alors, je disserterai un petit peu sur tout ce qui se passe à ce niveau-là, ce que ça signifie en réalité, ces termes-là, d'un point de vue électrique ou physique. Et puis, on terminera par la constante d'intégration. Alors, je précise aussi qu'en termes de vocabulaire, j'essaye de me rapprocher au plus du vocabulaire de mes collègues de mathématiques. Il est possible qu'il y ait quelques différences, puisqu'on n'exprime pas tout à fait de la même façon certains termes, ne serait-ce que la grandeur comment dire, l'expression des dérivés, par exemple, on ne les note pas de la même façon. Donc il faut, je ferai un petit rappel, comme je ferai un lien systématique entre la notation mathématique et la notation que nous on utilise. Alors une fois qu'on aura fait ça, on aura terminé la résolution de l'équation différentielle, donc on passera après au tracé, donc le tracé de I de t. Et pareil, on dissertera un petit peu parce qu'on mettra en évidence deux choses, donc le régime transitoire et le régime permanent. Pour finalement conclure que l'équation différentielle permet de retrouver ces deux régimes. À partir de quoi? À partir entre autres de la constante de temps, puisque ce sera l'élément qui nous permettra de déterminer à partir de quand on passera du transitoire vers le permanent. Donc la constante de temps taux. Voilà. Donc voilà le programme. Alors ça peut être un peu long, je sais pas, je vais voir un petit peu si j'ai beaucoup de choses à dire. Ça se fera un peu au feeling, en fonction de mon imagination.
Alors, avant de commencer vraiment, il y a quand même une petite chose, je pense que vous ne voyez pas très bien la représentation de la tension U de T qui ressemble à une espèce de marche d'escalier. C'est ce qu'on appelle un échelon dans le jargon. L'évolution de ma tension commence, alors elle est à 0 de là à là, bon ça je pense que vous le voyez. Il y a ici le basculement se produit à 0,2 secondes et il est brutal, c'est-à-dire qu'il est instantanément, la tension atteint la valeur de 1 volt ici. Voilà, là j'ai 1 volt. Cette marche d'escalier là on appelle ça un échelon de tension. Alors on va écrire l'équation à partir de la loi des mailles. Donc on reprend ici notre maille, on va la parcourir dans ce sens-là. Je vais quand même flécher les tensions qui nous manquent, à savoir celle qui est au bord de ma résistance. Alors ici c'est 10 ohms, hein. M'excuserez, j'ai oublié de l'écrire, qui vaut RI de T. Et ici nous allons avoir la tension UL de T, la tension bande de l'inductance. Et donc on peut écrire, si je la parcours dans le sens horaire, égale 0. Bien. Alors, il y a des propriétés qu'il faut quand même un petit peu connaître sur les circuits, en particulier le lien qu'il y a entre le courant et la tension bande d'une inductance. Alors, sur une inductance, la tension qu'on relève à ces bornes dépend de la variation du courant qui la traverse. C'est une propriété électromagnétique en réalité qu'on ne voyait pas comme ça directement, hein. Mais c'est une propriété liée à ce type de composants. Donc, normalement, la variation, on sait qu'en mathématiques, c'est la dérivée. Alors en physique, la dérivée, on l'exprime en fonction de la grandeur temps, en l'occurrence, et donc on va l'écrire sous la forme di sur dt. Donc je vais le mettre ici, hein, di sur dt, c'est la dérivée de i en fonction de t. T qui est la variable temps. Effectivement, en physique, on peut dériver en fonction de d'autres variables, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, et cette notation permet de dire réellement en fonction de quoi on a dérivé. En maths, vous auriez donc simplement écrit i', en considérant que i est une fonction de t. Par contre, il y a un autre élément qui joue dans la tension, c'est la constante ici, L, qui s'appelle la constante d'induction, ou coefficient d'induction, ça peut être l'autre terme. Ouais, je vais peut-être plutôt utiliser le terme coefficient d'induction, c'est peut-être plus judicieux. Qui lui est dépendant de la nature de l'inductance, c'est-à-dire du nombre de spires qu'on va avoir pour fabriquer l'inductance, qui va dépendre aussi du noyau ferreux qu'il pourrait y avoir dans l'inductance, parce que ça amplifiera justement ce coefficient. Donc c'est une grandeur qui est liée à la construction même du composant, à son aspect physique, à sa constitution physique, et qui s'exprime donc en Henry. Voilà. Donc, on peut remarquer une chose, parce que à partir de ça, il y a quand même des notions qui sont assez intéressantes. Si le courant est une constante, I de t est une constante, c'est-à-dire non évoluant, il n'évolue pas du tout, il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de la tension aux bornes de l'inductance? La dérivée d'une constante, c'est nul. Donc, dans ce cas-là, on aurait UL de t qui serait égal à 0. Autrement dit, pour qu'il y ait l'existence d'une tension aux bornes d'une inductance, il faut que le courant évolue, il bouge, qu'il soit en permanence en variation, quoi. Sinon, vous n'aurez pas de tension aux bornes de la bobine. Donc si j'applique ici une tension parfaitement continue dans le montage, eh ben, il n'y aura absolument pas de tension aux bornes de l'inductance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courant, hein. On est bien d'accord là-dessus, ça signifie simplement que s'il n'y a pas de variation de courant, ma tension est nulle. Si la variation, donc la dérivée du courant est négative, la tension est négative. Si la variation est positive, la variation de courant est positive, pardon, la tension est positive. Donc elle peut être positive ou négative suivant le sens de variation de mon courant. Voilà, donc ça c'est un élément qui est à garder dans un coin de sa tête, hein, mémoriser ça, de façon à ce qu'on comprenne un peu mieux ce qui va se passer dans la suite au niveau de l'évolution des grandeurs électriques. Donc je peux remplacer, pour revenir là-dessus, je peux remplacer
ma tension U de T dans, dans l'expression que j'ai ici. Alors je vais effacer ça. Voilà, tac. Et on va reprendre l'expression qui est ici. Voilà, et on va insérer 2 dans 1. Puisque en fait, au final, nous, on veut I de T. Donc ça fait U de T. Voilà. Et nous, on veut donc I de T en fonction du reste. Donc on va passer tous les termes en fonction du courant d'un côté et garder U de T de l'autre. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai mon équation différentielle. Qui va être l'élément de base pour rechercher I de T directement. Alors on parle bien d'équation différentielle. Hein. Si on fait l'analogie avec les mathématiques, vous imaginez qu'ici on a une fonction, je vais l'appeler B de x, qui est égale à donc y de x plus ax y' de x par exemple. Donc en fait ici vous avez vraiment, on voit bien l'analogie hein, que l'on retrouve avec les équations différentielles du premier ordre que vous avez vu en maths, où là notre fonction, nous, ce qui nous intéresse c'est I de t, et donc sa dérivée qu'on retrouve là. Et on parle d'équation différentielle parce que dans la même équation on va retrouver la fonction et sa propre dérivée. On verra que c'est justement à ce propos-là qu'on peut retrouver des choses intéressantes dans l'analyse. Alors si je prends maintenant cette expression, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce que j'ai dit juste avant? Ça n'existe que si le courant varie. D'accord? Le courant va varier à quel moment? Bon, on sent bien que si électriquement ici il y a une variation brutale de tension, il y a fort à parier que pendant cette variation-là, on va avoir une variation de courant. Il y a quelque chose qui va se produire au moment où vous allez avoir une variation. Si la tension est complètement stable dans le montage, donc le courant sort du générateur, hein, il sort de là, il revient là. Si cette tension est parfaitement stable, il y a fort à parier aussi que le courant en fait est stable aussi. Donc ce terme ici, hein, va avoir une énorme influence au moment où vous allez avoir la variation de tension ici. En revanche, si je regarde très loin dans le temps, comme la tension est stable, elle ne bouge pas, il est fort probable que cet élément-là tente à disparaître. Il n'est plus d'influence dans le montage. Et qu'on se retrouve avec quelque chose, alors pour l'instant c'est une supposition, on va le vérifier, hein, mais que quand le temps évolue vers l'infini, il n'est pas impossible que notre tension U de t se rapproche de la forme RI de t. Voilà. Par contre, je répète, au moment où on va avoir une variation brutale de tension, le courant va lui-même varier très certainement, et là, à ce niveau-là, on aura quelque chose. Ce ne sera pas du tout négligeable. Voilà. On peut donc dire que l'équation que j'ai ici permet déjà de voir un petit peu le comportement de notre circuit. En régime dit établi, c'est-à-dire quand la tension est parfaitement stable, on aura très certainement un courant qui va être constant. Pourquoi? Parce que U de t sera vu comme une constante. Donc en régime établi, c'est ça en fait, ce qu'on appelle le régime établi, c'est quand la tension a subi une variation et ensuite est restée stable dans le temps. Donc au bout d'un certain temps, alors quand, ça c'est quelque chose qu'on va essayer de déterminer par la suite, à partir de quand on considère qu'on est en régime établi. Mais là on voit bien déjà d'un point de vue physique qu'on a quelque chose qui nous donne des indications sur l'évolution du courant quand le temps évolue vers l'infini. Je fais un autre parallèle. Sur le semestre précédent, vous avez étudié les circuits en régime permanent, c'est-à-dire sans variation brutale de tension. Vous n'êtes pas posé la question de savoir ce qui se passait pendant cette variation-là de tension. Et vous avez tout naturellement utilisé ce genre d'expression. D'accord? Vous voyez qu'on commence à avoir des liens. C'est-à-dire que l'équation différentielle, elle met en évidence le fait qu'on a dans l'expression une partie qui caractérise le régime permanent, et très certainement une autre partie qui va avoir une influence très importante pendant cette variation brutale. Alors cette variation brutale, on appelle ça le régime transitoire. Voilà. Alors maintenant
Maintenant qu'on a posé ça et qu'on a un peu disserté sur essayer d'analyser un petit peu le comportement de notre circuit, on va faire sa résolution, c'est-à-dire on va commencer par traiter la résolution des quadifs. Alors, première chose à faire, on fait la solution à l'équation homogène. À savoir, on pose RI de t plus LDI sur dt égale 0. C'est-à-dire qu'on fait abstraction de ce qu'on a ici, donc de notre générateur, puis on regarde rapidement, on va essayer de résoudre l'équation différentielle, trouver la solution pour I de t. Alors, bon bah ça c'est assez classique, hein. On va basculer, c'est ce que vous avez sûrement fait je pense en mathématiques, hein. On va transférer les termes de chaque côté de l'expression. Ensuite, on va, donc la partie constante L dt, on le bascule de l'autre côté, le I de t on le bascule de l'autre côté, on fait un switch entre les deux, donc ça me fait R moins R sur L dt égale di sur I de t. Je vérifie si je dis pas de bêtises. Ok, donc à partir de là, donc ça, si on veut résoudre, on va donc faire l'intégrale des deux côtés. Donc là, on va chercher la primitive comme ceci. Et ça me donne quoi? Bah ça me donne, ça c'est un terme donc on va considérer comme étant notre variable, l'équivalent de x, hein. Donc ça fait moins r sur L t, d'accord, plus une constante, parce qu'il ne faut pas oublier que du fait que j'intègre ça, en fait, c'est la dérivée de ce que j'ai ici. Si je dérive ce terme-là, la constante disparaît. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ben, on aura ln de i. On peut mettre ln de i de t. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, ben moi ce que je veux c'est i de t, donc je vais faire l'exponentielle de tout ça. Alors je vais inverser un peu les deux de chaque côté parce que c'est un peu pénible. Voilà. Et ensuite, hop, de ça, on fait donc l'exponentielle de ln. Il faut éliminer le ln. Plus une constante. Donc ça me fait i de t, qui est égal à... Alors, l'exponentielle moins r sur lt multiplié par l'exponentielle de la constante, c'est valable, hein, c'est la même chose. Je vais avoir un plus ici, ça permet de faire le produit des exponentielles. Et nous, on va considérer que notre exponentielle de la constante, c'est égal à la constante grand K. Donc on a i de t qui vaut K fois moins R sur LT. Voilà. Donc là, on a la solution de notre équation homogène. Mais ça suffit pas. On va voir tout de suite que ça ne répond pas à ce que l'on veut rechercher par rapport à ce qu'on a dit précédemment ici. En effet, si on fait évoluer cette expression, donc je vais le faire ici, si on suppose que le temps évolue vers l'infini, quelle est la limite en fait de mon expression que j'ai là-bas? I de t tend vers 0, parce que l'exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Donc tout ça, ça tendrait vers 0. Or, tout à l'heure, on a vu ceci. On a vu ceci, c'est-à-dire qu'on a vu que quand... alors je vais l'écrire ici. Or, t tendant vers l'infini, on a vu que i de t tendait vers u de t quand t tend vers l'infini sur r. Attention, j'insiste, voilà. Et on sait que u de t quand t tend vers l'infini, c'est égal à 1 ou u. On va l'appeler u, c'est-à-dire cette grandeur-là. Voilà. Donc, on peut dire que mon expression n'est pas complète, et dans ce cas-là, il faut qu'on recherche la solution particulière. Alors, pour faire ça, donc on pose i de t qui est égal à k fois exponentielle de moins r sur lt, ça c'est toujours vrai, plus i solution particulière de t.
particulière. Je vais pas y arriver. Je vais écrire un peu mieux. De I de t. Et donc, nous on la connaît. On sait que c'est U sur R. On vient de le dire à l'instant, c'est clairement, quand je regarde loin dans le temps, il n'y a plus de variation de la tension UL, puisque le courant en fait va être stable, du fait que U de t est stable, et donc I de t évolue vers, ce terme-là est tendant vers 0, je vais l'écrire là, I de t quand t tend vers l'infini, on a quelque chose ici qui tend vers 0, donc on peut supposer qu'on a 0 plus ISP de t. Et ce terme-là, c'est égal donc à grand U sur R. Donc, on peut écrire que I de t, c'est égal à K exponentielle de moins R sur LT plus U sur R. Donc avec grand U égale 1 volt. Bon, je l'avais écrit là. On peut déjà d'ailleurs calculer la valeur. On a 1 volt, l'inductance vaut la résistance vaut 10 ohms, donc on a un courant ISP de T qui serait égal à 1 dixième, c'est-à-dire 0,1 ampère. Voilà. Alors, maintenant qu'on a trouvé ce terme-là, qu'on a... ça c'est connu, hein, puisqu'on connaît les valeurs, il nous reste à calculer la constante ici, dite la constante d'intégration. Alors, en mathématiques, la résolution de ce genre de choses passe par la variation de la constante, mais là on n'aura pas besoin, on va partir sur une autre hypothèse qui concerne les conditions initiales. Alors les conditions initiales, ça correspond à l'état du circuit de manière générale, c'est-à-dire les grandeurs électriques et les composants, au moment où, juste avant le moment où vous produisez la perturbation, et juste après. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, cet instant se produit à 0,2 secondes, et on appelle ça T0. Enfin, c'est le nom qu'on lui donne en général. Ce qui veut dire que on peut essayer d'analyser l'état du circuit à T0, c'est-à-dire les grandeurs électriques, et en déduire ensuite notamment la constante K. C'est l'élément qui va nous permettre de déterminer K. Alors réfléchissons une seconde. Alors T0 déjà ça vaut pas 0. Alors depuis le début de l'exercice, j'en ai pas tenu rigueur, donc là on va devoir en tenir rigueur pour avoir une équation qui soit plus juste, plus adéquate. Alors, on part du principe où on considère que à U de T0, qu'est-ce qu'on a? On ne sait pas, parce que on est entre le moment où ça vaut 0 et ça vaut 1. Donc c'est impossible d'exprimer réellement U de T0. Ce que l'on fait pour la tension, comme on voit qu'elle varie brutalement, qu'il y a une discontinuité de tension, on écrit U de T0 moins, c'est-à-dire, alors U de T0 moins, c'est T0 moins epsilon avec un epsilon qui tend vers 0. C'est quelque chose de très 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 petit. C'est vraiment une valeur très très faible. D'accord? Mais c'est juste avant l'événement. T0 moins. Et dans ce cas-là, on dira ça vaut 0. Et on fait la même chose pour T0 plus. Et là, dans ce cas, on sait que ça vaut grand U, c'est-à-dire 1 volt. T0 plus, c'est T0 plus epsilon. Voilà, ça c'est l'hypothèse, enfin ce qu'on émet, ce qu'on pose au départ pour caractériser ce phénomène. Est-ce qu'on peut dire la même chose sur notre courant? Alors, I de T0 moins, de toute façon c'est pas compliqué, IT0 moins, vu que la tension est nulle, il vaut 0, ça c'est sûr. IT0 plus, alors là ça mérite discussion. On a vu précédemment que dans l'expression du courant, on avait un courant qui atteignait sa valeur maximum quand le temps évolue vers l'infini. Et ça valait donc la solution particulière, c'est-à-dire U sur R. Mais avant,
notre courant était nul. Donc il y a une variation du courant, c'est-à-dire que le courant évolue de façon croissante entre IT0 et I de t quand t tend vers l'infini, on a une croissance du courant, ça augmente. Est-ce que ça augmente de la même façon que la tension, c'est-à-dire brutalement? Ben non, on a un terme ici, cette tension-là dans le montage, c'est une tension qui bouge quand le courant varie. Et au départ, le courant est nul. Donc, si le courant est nul, cette tension-là va tendre à croître, elle va augmenter, de fait, pendant la variation de notre courant. Et ensuite, ce courant va s'établir, donc cette tension va à nouveau décroître. Enfin, bref, il va y avoir une variation de fait de notre courant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement que l'inductance qui est ici, elle a un rôle d'amortisseur de la variation de courant dans le montage. Ce rôle d'amortisseur fait qu'il ne peut pas y avoir de discontinuité de courant. Autrement dit, eh ben, quand on n'a pas d'événement, on est à zéro, et juste après l'événement, on garde toujours le courant nul. Voilà, il n'y a pas de discontinuité de courant. Donc on peut l'écrire ici, l'inductance n'admet pas de discontinuité de courant. Et cette chose-là, on la retrouve avec le condensateur et les tensions. C'est exactement le même phénomène, mais pour les tensions sur l'inductance. Donc, après l'événement, donc après l'excitation, c'est-à-dire cette production brutale de tension, on n'a pas le courant qui a commencé à varier. Voilà. Alors maintenant, il faut réécrire donc notre expression pour calculer notre courant, notre K. Donc I de t, tout à l'heure, on l'avait écrit sous la forme K exponentielle de moins R sur L t, alors là on va revenir là-dessus, plus U sur R, qui est notre courant solution particulière. Alors, discussion sur ce terme-là. Moi, pour l'instant, je n'ai pas tenu compte du fait qu'on avait un décalage dans le temps. En réalité, cette expression est valable si j'avais une variation à t égale 0, c'est-à-dire à cet instant-là. Mais il y a un décalage dans le temps. C'est-à-dire que ça ne s'est pas produit à t égale 0, ça s'est produit à 0,2 secondes. Donc, à t0, quoi. Donc, l'expression plus juste, j'aurais dû mettre ici dès le départ moins t0. Voilà. Et dans ce cas-là, là, mon expression est plus juste pour tenir compte du fait qu'on a un décalage dans le temps. Alors, revenons à nos moutons. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est K. Donc, AI de T0, qui vaut, finalement, on peut l'écrire ici, hein, c'est la même chose que T0 à T0+. On a 0, c'est égal à K fois, alors, T vaut T0, donc ça fait moins R sur L, T0 moins T0, plus U sur R, qui ne bouge pas. Donc ici, ce terme-là vaut 0, donc tout ça, ça vaut 1, ce qui signifie que que K, c'est égal à moins U sur R. Et donc, on peut réécrire mon expression totale, qui vaut I de T, qui vaut voilà. Et là, j'ai mon équation différentielle résolue, la solution complète de notre expression. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est la notion de la constante de temps. Qu'est-ce que ça a comme influence sur mon montage? En particulier, c'est ce qui va permettre de me dire à partir de quand je suis en régime établi par rapport à T0. Alors on pose, ça c'est une règle qu'on se donne, on considère qu'on atteint le régime établi à 5 fois taux, alors taux c'est la fameuse constante de temps, à partir de l'événement. Alors, taux ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement
dans mon expression là, c'est R sur R, c'est L sur R. Taux, c'est L sur R. Effectivement, on peut réécrire ici notre expression sous la forme sur taux, tout ça c'est ensemble, plus U sur R. Voilà. Et donc ça, en fait, ça exprime ce qui va me permettre de déterminer à quel instant j'atteins le régime établi. Et donc ici, nous, c'est L sur R. On peut le calculer d'ailleurs, on va directement le déterminer. Donc on a 50 milli sur donc 5 fois 10 puissance moins 2 divisé par 10, ça fait 5 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 5 millisecondes. Et donc on nous dit que à 5 taux à partir de l'événement, donc c'est-à-dire à partir de T0, on atteint notre régime établi. Donc si on prend en valeur absolue, si on ne tient pas compte de T0, ici en l'occurrence ce serait avec un delta de 25 millisecondes, on aura atteint l'événement. Donc par rapport à notre échelle de temps, à T0 plus 5 taux, on aura atteint normalement le régime établi. D'accord. Donc pour T supérieur ou égal à 5 T0 plus 5 taux, normalement on sera en régime établi. Alors on peut quand même calculer rapidement les valeurs pour essayer de voir à quoi cela correspond exactement. Alors I de t, je vais la mettre sous une autre forme d'ailleurs cette expression là, parce qu'il y a le U sur R qu'on peut mettre en facteur. Voilà. Et on va donc exprimer ici ceci avec l'histoire des 5 taux. Donc on pose t égale t0 plus 5 enfin taux fois 5, voilà, je vais écrire comme ça. Donc ça me donne I de t plus de t0 plus 5 taux. Un peu de mal. Exponentielle. Et donc si vous faites le calcul, sachant que vous avez taux en bas, ici vous avez t0 plus 5 taux, donc t0 moins t0, ça s'en va, il ne reste plus que 5 taux, donc ça vous fera moins 5. 5 taux sur... Voilà, ça vous fera ça en fait comme calcul. Et si vous faites le calcul complet, vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir 0,99 fois U sur R. Donc là, on peut quand même considérer que c'est presque U sur R. Voilà pourquoi on pose 5 taux comme étant le temps à partir duquel on considère qu'on est en régime établi. Donc le régime transitoire commence à T0, finit à 5 taux, et on bascule donc dans le régime établi à partir de 5 taux. Voilà en gros ce que cela signifie. Et puis dernière petite précision, toujours avec la constante de temps. On pourrait imaginer que vous avez directement l'oscillogramme, c'est-à-dire vous avez juste tracé l'évolution de votre courant ou votre tension par exemple, et vous voulez déterminer la constante de temps. Donc il y a une technique qui est assez simple qui consiste à rechercher justement la valeur du courant à t égale tout. Donc on va le faire à t égale t0 plus taux ici pour notre exemple, puisque l'événement commence toujours à t0. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient, alors si je fais le calcul, dans la parenthèse, on va obtenir T0, alors T ici ça vaut donc T0 plus T, moins T0, donc il reste plus taux, et que je divise par taux, donc il reste 1 finalement, donc c'est 1 ici. Et ça va vous donner quoi? Ça va vous donner I de T0 plus taux, 0,63 fois U sur R. Alors voilà, ça c'est un indice, enfin c'est un élément qui est utile quand vous avez besoin de déterminer la constante de temps d'un montage. Si vous avez juste son tracé sur oscillogramme, par exemple pour une tension d'un condensateur, et bien vous recherchez, vous essayez de retrouver sur l'oscillogramme 63% de la valeur finale atteinte par la tension ou ici le courant de ma grandeur, et ça me permet ensuite de rebasculer sur l'axe des temps pour retrouver notre constante de temps.
D'accord? On va le faire sur la représentation graphique, vous allez voir, ça se retrouve assez facilement. Donc moi, si je peux le calculer ici, hein, on pourrait le déterminer. On a calculé tout à l'heure U sur R, ça faisait 0,1 ampère. Hein, U, ça fait 1 volt en régime établi. R, 10 ohms, donc ça fait 0,1. Donc ça fait 0,1 fois 0,63, donc ça veut dire qu'à 63 milliampères, voilà, on aura atteint le temps, on sera à t égale t0 plus tau. Voilà. Donc ça permet ensuite graphiquement de retrouver la constante de temps. Donc je vous invite à... Là on va repartir sur GeoGebra pour voir justement tous ces signaux. On se retrouve sur GeoGebra. Donc en bleu vous avez la tension U de t avec ici l'échelon qui apparaît à 0,2 secondes pour atteindre 1 volt. Et j'ai déjà donc prédéterminé les différentes équations. Donc là vous avez le courant I de t qui apparaît. Alors il est très petit, c'est normal parce qu'on est sur les mêmes échelles. Hein. Je n'ai pas fait de changement d'échelle, mais en gros vous avez l'échelle. On voit le début de variation de mon courant au moment où on va avoir donc l'échelon qui est établi. Donc après les tensions ça ne nous intéresse pas plus. On va se concentrer sur notre courant. Donc là notre courant croît exponentiellement, enfin c'est pas tout à fait le terme, mais évolue comme ceci et va venir se stabiliser vers 0,1 ampère, c'est-à-dire ce qu'on a calculé tout à l'heure avec comment dire la solution particulière. Et l'évolution donc est progressive, hein, il n'y a pas de discontinuité dans le sens où il n'y a pas de variation brutale de mon courant. Et on peut remarquer que donc, à partir de 0,2, donc on avait calculé tout à l'heure qu'à 25 millisecondes après le début de l'événement, nous avions atteint la valeur finale, quasiment la valeur finale. Donc vous voyez, c'est ce point-là. Là, j'ai 0,225. Alors je vais essayer de l'avoir, je ne peux pas l'avoir ici, tant pis, il est là. Et là, on atteint quasiment la valeur finale. Et on peut considérer qu'à partir de cet instant, vous avez votre régime établi. Alors maintenant, la constante de temps, comment on la repère? Donc là, j'ai tracé un point qui a pour coordonnée T0 plus la constante de temps. Donc taux 0, c'est la constante de temps plus le début de l'événement, taux, pardon. Et ici, vous avez 63% de la valeur finale, donc c'est ce point-là. Voilà. Et si je reprends ensuite sur l'axe des X, vous avez ici la différence entre le moment où on démarre jusqu'au moment où on a ce point, et on a bien 5 millisecondes. Ça correspond bien à notre constante de temps. Donc voilà, ça c'est typique, hein. Vous avez la valeur de la tension, vous venez chercher le point d'intersection avec la courbe, et vous allez ensuite rechercher sur l'axe des abscisses le temps. Et l'écart entre le moment où l'événement se produit et ce point d'intersection correspond à notre constante de temps. Voilà, donc ça c'est un exercice assez sympathique, je trouve, et il s'applique tout aussi bien avec les condensateurs. Alors certes, c'est des tensions, mais on a la même méthode pour résoudre ce problème.